Bien, bonjour à tous, je m'appelle Corinne Mavronki, je viens de CEPIC, qui est une société chimique pour l'exploitation des produits pour l'industrie chimique. Et tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de me permettre de témoigner aujourd'hui en tant qu'expérimentateur du SMGS. Donc je vais essayer de faire court, je sais que vous êtes fatigués, on est tenu aussi par l'horaire. Donc je vais très rapidement vous présenter CEPIC, qui est une filiale du groupe Air Liquide depuis 1986. Et le cœur de métier de CEPIC, c'est les tensioactifs. Donc tensioactifs et polymères, c'est-à-dire qu'on est présent dans tous les secteurs industriels, que ce soit la cosmétique, la pharmacie, la nutrition, les vaccins et l'industrie. Quelques chiffres, donc on est environ 600 collaborateurs, un peu dispatchés dans 14 pays, une centaine de chercheurs qui sont situés à Castres et dont je fais partie, parce qu'en fait j'ai une double casquette développement durable et je fais aussi de la recherche dans les vaccins. On a un réseau mondial de distributeurs qui nous permettent en fait de couvrir un petit peu tous les pays avec nos produits. Donc il faut savoir que les produits qu'on vend sont des matières premières semi-transformées qui vont après être utilisées par nos clients en formulation dans les produits finis, qui vont être par exemple les gels douche, les shampoings pour la cosmétique, ça va être les produits pour les forages pétroliers pour l'industrie, l'encapsulation de produits dans les textiles. En pharmacie, ça va être des agents d'enrobage ou des faits retards sur des libérations prolongées. Et dans les vaccins, ça va être des adjuvants de vaccins utilisés en vétérinaire et en humain. Voilà. Alors un petit état des lieux concernant la CEPIC quand on s'est lancé dans cette expérimentation. Il faut savoir qu'on avait déjà un certain nombre de certifications. Donc on était certifié au HSAS 18001, ISO 14001 et ISO 9001. On avait aussi un système de management de sécurité qui nous vient du groupe Air Liquide, l'IMS. On respecte un certain nombre d'exigences réglementaires en termes de matières et de produits, donc c'est REACH. Protection des travailleurs et de l'environnement, c'est le CLP. On est signataire de la Charte mondiale Responsible Care pour tout ce qui est un engagement volontaire des industries chimiques pour l'amélioration de la sécurité et de la protection de la santé et de l'environnement. Et on est aussi membre de RSPO, ce qui est Round Table of Sustainable Palm Oil, puisqu'en fait on utilise l'huile de palme et du noyau aussi pour pas mal de nos produits en tant que matière première pour les tensioactifs. Donc en rapide historique, en 2011, on a fait notre premier bilan carbone, accompagné par ECO2 Initiative, parce que Rémi est là, donc basé sur l'année 2010. Donc pour nous, c'était vraiment d'avoir une première vision de ce qu'était le bilan carbone de la CEPIC. L'année d'après, donc, on a décidé d'internaliser cette démarche et donc je suis allée me former à l'Institut de formation carbone pour pouvoir en interne poursuivre et réactualiser le bilan carbone. Et idem, on a lancé notre première ACV, toujours avec ECO2 Initiative, et on a publié notre premier BGS. En 2013, en fait, suite à nos 2 premiers bilans carbone, on s'était rendu compte que la majorité des facteurs d'émission des matières premières qu'on utilisait, puisqu'en fait on utilise environ 1000 matières premières, il y avait moins de 10% des facteurs d'émission de ces matières premières qui étaient dans les bases. Et donc avoir un bilan carbone dont 60% est sur des intrants avec des taux d'incertitude allant de 100 à 200%, c'était un peu frustrant. Donc on a travaillé sur ces facteurs d'émission. J'ai pris une stagiaire avec moi qui a travaillé 6 mois pour faire des grandes familles de matières premières, essayer d'affiner ces facteurs d'émission-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a candidaté pour essayer de mettre en place le SMGS au niveau de la CEPIC. Et depuis fin 2013, on participe à cette expérimentation. Donc le constat, comment on était en 2013 quand on a démarré. En fait, on avait beaucoup de chantiers engagés au niveau surtout de l'usine de Castres, d'où je viens, et une forte volonté des parties prenantes en interne pour faire bouger les choses en termes de développement durable. Il faut savoir qu'à Castres, on est en Midi-Pyrénées, on est une usine chimique, c'est Veso seuil haut, et donc autant dire que l'Adréal, en fait, ils ont peu nous à s'occuper, depuis AZF. Donc la sécurité, l'environnement, ça fait c'est des choses dont on s'occupe. Mais
on avait aussi beaucoup de demandes de la part de parties prenantes externes, les clients qui nous demandent énormément de choses, surtout en cosmétique, la réglementation qui évolue, et puis des clients qui nous demandent de répondre au CDP, EcoVadis, etc. Donc on avait pas mal de choses engagées, beaucoup de volonté, mais aussi des difficultés pour passer du bilan carbone au plan d'action. Alors nos besoins fin 2013, ils étaient simples, c'est-à-dire qu'en fait ce qui nous manquait essentiellement, c'était une vision stratégique, développement durable clair, qui viendrait s'appuyer sur des objectifs de réduction cible sur les principaux impacts environnementaux. Ça, on n'avait pas. On avait besoin donc d'un plan d'action en adéquation avec ces objectifs cibles de réduction, et surtout, on avait aussi besoin d'une communication interne et externe cohérente avec tout ça. Donc, on a saisi l'opportunité du SMGS en se disant, bon ben, on a... Pourquoi pas, hein, on a tous ces besoins, donc peut-être que grâce au SMGS, on va pouvoir avancer et puis passer à une étape complémentaire. Donc aujourd'hui, que nous a apporté le SMGS? Moi, je mettrai trois grandes têtes de chapitre. Ça nous a permis donc d'expérimenter, de mettre en place un certain nombre d'outils méthodologiques dont a parlé Simon tout à l'heure. Ça nous a permis aussi de structurer notre démarche pour aboutir à une stratégie globale développement durable beaucoup plus cohérente. Et puis surtout, ça nous a permis aussi d'échanger avec les autres expérimentateurs sur les difficultés, les succès, et puis de partager. Donc c'est toujours très riche ces journées-là où on repart avec pas mal d'idées. Alors je vais reprendre chacune de ces trois têtes de chapitre. Je vais faire assez vite. Donc le premier outil qu'on a utilisé, c'est celui dont a parlé Simon, c'était l'outil pour prioriser et choisir les actions. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un listing exhaustif de toutes les actions développement durable qui existaient sur le site, puisqu'en fait en tant que site de production, on ne parle pas forcément sur un site de production de CO2, mais on parle d'eau, on parle de déchets, on parle de consommation énergétique, on parle de plein de choses. Donc on avait une liste à la Prévert de choses en disant mais voilà, il faut isoler tel machin, il faut automatiser tel process, etc. Donc on a fait ce listing-là, et suivant donc l'outil, on a noté les différents critères, ce qui nous a permis en fait de prioriser ces différentes actions et de les pondérer, de se dire bon ben oui, celle-là effectivement elle est très facile de mise en œuvre, ça permet de mobiliser les salariés, on a un bon retour sur investissement, donc bah, voilà, celle-là, pourquoi pas la faire. Et donc du coup, on est arrivé à une nouvelle définition de notre plan d'action qui était partagé par l'ensemble des personnes du comité de pilotage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a un peu mis cet outil à notre sauce, on l'a étendu parce qu'on trouvait que c'était dommage de se focaliser sur le CO2, parce que souvent une action avait des impacts au niveau donc aussi de l'eau, aussi des déchets, et donc on a rajouté des colonnes, nous, à l'outil proposé. Donc une colonne énergie, bon, une colonne CO2, une colonne déchets, une colonne eau, et puis une colonne aussi euro, parce qu'en fait, à la direction, quand on parle aussi d'économie d'énergie, c'est beaucoup plus facile pour dire celle-là, l'action, elle est pas mal quand même. Donc, on a fait toutes ces petites colonnes, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec un plan d'action, avec des priorités, et puis à la fin, ça nous permet d'avoir colonne par colonne. Si on met en place tout le plan d'action, de se dire, bah tiens, du coup, si on met en place tout ça, on pourra économiser X tonnes de CO2, on pourra économiser X tonnes de déchets, l'eau, X mètres cubes, etc. Donc, on est, à l'heure actuelle, en cours d'extrapoler un petit peu ce SMGS vers un SMDD, un système de management développement durable. En termes de gouvernance, en fait, le principal intérêt, ça a été de pouvoir proposer à la direction une démarche structurée afin d'aboutir à cette fameuse stratégie globale de développement durable qui nous manquait. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand on a postulé, enfin quand j'ai postulé pour la CEPIC, en fait, j'avais pas forcément l'aval de la direction. Je trouvais que c'était génial parce que je me suis dit, oui, ça va pouvoir nous aider. Mais derrière, il a fallu ramer un petit peu pour dire, bah, maintenant qu'on a ça, ça serait bien quand même de participer et puis d'être soutenu. Donc, en tout cas, moi, ça m'a permis de bâtir un argumentaire et ça a facilité en tout cas grandement l'adhésion de la direction à la démarche. Du coup, comme ils ont dit oui,
Ça a permis d'impulser, on va dire, une structuration en interne. Donc, première étape, ça a été la création d'un poste développement durable groupe, qui est en cours. Donc, c'est un poste que je prendrai probablement début janvier. Mais parce qu'aujourd'hui, à la CEPIC, on avait plein d'acteurs au niveau de l'usine, au niveau du groupe, mais pas de personnes en fait qui chapeautaient en fait cette fonction-là. Et du coup, ça nous a aidé en disant voilà, si on va là-dedans, il faut pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Et par ailleurs, il y a eu pas mal d'autres actions qui ont été mises en place, notamment au niveau du site de Castres, donc notre principal site de production. On a créé donc un comité de pilotage de développement durable qui permet donc de regrouper autour de la table à la fois les gens de la production, le HSE, la direction technique, la direction, pour pouvoir, quand on bâtit notre plan d'action, que tout le monde adhère, on va dire, et soit d'accord sur ce plan d'action, et pour pouvoir après le démultiplier. Dernier point, alors ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Moi je trouve qu'on a eu beaucoup de chance de participer à cette expérimentation, parce que les échanges qu'on a eus, les journées de retour d'expérience ont été très riches. Ça a permis donc moi de rencontrer pas mal donc de mes collègues d'entreprise, on va dire de tailles différentes, sur des domaines d'activité différents, mais on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes problématiques, de faire adhérer la direction, de passer vraiment du bilan carbone et de la simple comptabilité à un plan d'action, on va dire, partagé, faire adhérer tout le monde, motiver les collaborateurs, et puis arriver à avoir un outil de pilotage. Donc nous, on va dire, le plan d'amélioration continue, on connaissait un petit peu avec l'ISO 14001, l'ISO 9001, mais c'est vrai qu'avec le système de management de SMG, c'était quelque chose qui était intéressant. Et surtout, c'était de voir qu'on n'était pas seul et de repartir, j'ai dit, surmotivé, parce que quand on sortait de là, on se disait ah ouais, chouette, ça c'est une bonne idée, ça on va mettre ça en place. Donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, et ça a fait tout l'intérêt de l'expérimentation aussi. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc par rapport à ce que je vous disais, et par rapport à l'outil de priorisation des actions et du plan d'action, on est en train, donc, pour chaque action, d'essayer de quantifier le potentiel de réduction suivant les différents impacts environnementaux dont je vous ai parlé. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc c'est en fait de le faire de manière, de haut en bas et de bas en haut, de manière à vraiment se donner des cibles à l'horizon, on va dire, 2020, pour les différents types d'impacts, en se disant, voilà quelle serait notre cible de potentiel de réduction. Donc juste un petit focus sur le bilan carbone CEPIC, que j'ai redécoupé suivant les différents postes. On se rend compte qu'en fait, nous, au niveau de nos intrants, le bilan carbone représente 55% aujourd'hui de notre bilan carbone. Donc, je veux dire, ça a été le premier bilan carbone, ça nous a permis donc déjà de découvrir un petit peu cette répartition. Et c'était un peu frustrant, se dire qu'en fait, sur les intrants, quelque part, on ne peut pas grand-chose. Parce que souvent, on est monofournisseur, on a un seul fournisseur pour ces intrants-là. La matière première vient parfois de l'autre côté du globe. Quand on travaille pour la pharma, le CO2, ils s'en foutent complètement. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est une propriété applicative. Donc, si on trouve, on va dire, une molécule équivalente avec un impact carbone beaucoup moindre, mais s'il n'a pas exactement les mêmes propriétés applicatives, on n'en veut pas. Donc, en fait, les intrants, on y travaille, effectivement, avec nos fournisseurs, on travaille avec des codes de conduite, on travaille avec le RSPO, mais on n'a pas, c'est illusoire de dire l'année prochaine, on va diminuer de 20% l'impact de nos intrants, ça, c'est pas possible. Par contre, donc, au niveau de l'énergie, on pensait qu'on allait être un gros consommateur. Finalement, 10% pour tout ce qui était utilité, 1% pour les déchets, mais c'est quand même là où, en tant que site de production, c'est là où on peut vraiment agir. Et l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on aura bâti notre plan d'action et qu'on aura pondéré tous nos potentiels de réduction, l'idée, c'est de se dire, voilà, à l'horizon 2020, on veut réduire notre électricité de X%, notre eau de X%, nos déchets de temps. Alors j'ai associé le CO2 plus au transport parce que c'est ce qui part le plus, sachant que bien sûr l'électricité, après on peut la transformer aussi en CO2. Et enfin, tout ce qui est utilisation et fin de vie, là c'est pareil, on
On ne l'a pas pris en compte parce que comme nos produits sont ensuite reformulés chez nos clients avant d'aller chez l'utilisateur final, c'est plus nos clients. Enfin, c'est un poste qu'en fait on a volontairement mis un petit peu de côté, donc on a des chiffres, mais on ne travaille pas forcément trop sur ce poste-là. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc on est en train d'essayer d'articuler, donc comme le disait aussi Simon, ce SMGS avec les autres systèmes de management qui coexistent sur le site. Donc on est en train de voir pour faire un état des lieux de l'existant, évaluer les écarts par rapport aux exigences, et surtout on essaye d'avoir une réflexion pour voir si on ne pourrait pas faire un système de management intégré et global qui prendrait en compte tout ça, parce qu'on ne veut surtout pas faire un patch et rajouter au système existant ou rajouter des procédures. On a déjà eu le 14001 qui est venu après l'ISO 9001. Bon, il y a l'audit énergétique, on se pose des questions sur l'ISO 50001, voir un petit peu. Alors l'idée, c'est pas de rajouter, de refaire des manuels à côté. On a notre audit en fin d'année, là, et donc on s'est dit qu'on allait en parler avec l'auditeur qui allait venir pour voir, et je pense que ça sera un gros chantier, un gros enjeu de l'année prochaine, d'arriver à intégrer tout ça dans un système de management global. Ben voilà, c'est fini.